Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder ce nouvel épisode de notre rendez-vous d'actualité hebdomadaire estival, le Fond de l'Info. On rappelle que notre média ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui sont attachés à l'indépendance des médias. Donc de vous, abonnez-vous, soutenez-nous, partagez-nous. Je retrouve mes collègues et camarades Théophile Kouammo et Thomas Dietrich. Ensemble, ils commenteront l'actualité politique de la semaine passée, marquée par une nouvelle mise en scène du chef de l'État. Vous vous souvenez du discours alarmiste du président de la République à Bormes-les-Mimosas, le 17 août dernier. Eh bien, une semaine plus tard, Emmanuel Macron réitère, il a appelé le gouvernement à l'unité face à la grande bascule qui marque la rentrée avec la fin de l'abondance, des évidences et de l'insouciance. C'était le 24 août, à l'ouverture du Conseil des ministres. Qu'est-ce que nous prépare le chef de l'État? Si Emmanuel Macron reste mystérieux, sa première ministre est-elle beaucoup plus précise? Invitée par le MEDEF à l'occasion de l'ouverture de la rencontre des entrepreneurs de France, elle a invité toutes les entreprises à établir un plan de sobriété. On en parle. On parle aussi de la rentrée scolaire, fermeture de classes, sureffectifs, pénurie de profs. Ce sont les grands défis qui attendent élèves, professeurs et parents. Ils craignent également la fermeture de classes à la rentrée 2022. On discute de cette crise que traverse l'éducation nationale et même toute la France. Quant à la visite de d'Emmanuel Macron en Algérie, qui a tenu à faire une big dédicace à DJ Snake depuis la boutique Discro Maghreb, Temple du Rail à Oran, on laisse le soin à Théophile de revenir sur ce déplacement largement commenté et moqué jeudi dans l'actu démasqué, le Fond de l'Info, épisode 11. C'est parti. Emmanuel Macron continue de déployer ses éléments de langage sur la catastrophe économique qui va manifestement nous tomber dessus. Alors après ses propos sur le prix de la liberté que nous devrions accepter de payer, il a remis une couche sur le thème de la fin de l'abondance. C'était le 24 août dernier à l'ouverture du Conseil des ministres. On écoute un extrait de son intervention. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Celle des liquidités sans coût, et nous aurons à en tirer les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde se réorganise. Celle de la fin d'une abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles. Nous l'avons vécu pendant la période du Covid, nous le revivons ici avec encore plus de force. La rupture des chaînes de valeur, la rareté de tel ou tel matériau et technologie réapparaît, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également. Et là, nous aurons des dispositions à prendre pour tirer toutes les conséquences. Nous avons déjà commencé de le faire. Je rappelle le Varenne de l'eau qui s'était tenu il y a plusieurs mois et qui avait donné lieu à des choix très structurants qu'il nous appartient de mettre en œuvre. Nous irons au bout. C'est aussi la fin des évidences. Quand on regarde à la fois la France, l'Europe et le cours du monde, la démocratie, les droits de l'homme, si d'aucuns pensaient que c'était la téléologie de l'ordre international, les dernières années auront battu en brèche quelques évidences. C'est la fin de celle-ci, la montée des régimes illibéraux, le renforcement des régimes autoritaires, nous l'avons encore vu dans les discours désinhibés des derniers mois, sont clairs. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin, pour qui en avait, d'une forme d'insouciance. Thomas, Théophile, ça va? Ça va et toi, Ça Nadia? va, super. Alors les propos d'Emmanuel Macron ont été abondamment commentés et même critiqués. En gros, beaucoup ont estimé qu'il parlait d'abondance à des personnes qui vivaient déjà dans la privation. Alors, et c'est vrai que le lexique, le registre de mots choisis n'est peut-être pas très heureux. Dans le fond, il y a quelques nuances dans le propos quand on l'écoute, comme on vient de l'écouter, mais on ne sait pas exactement à qui Emmanuel Macron s'adresse. Par exemple, il parle de la fin de l'argent facile. Mais la fin de l'argent facile, ça s'adresse plutôt au monde de la finance, au monde des startups, à tout cet univers qui a été gavé par des politiques monétaires qui, pour éviter des crises comme la crise de 2008, ces dernières années,
on fait finalement tourner la planche à billets, etc. Mais cet argent facile n'a pas concerné les Français classiques, ordinaires, qui ont continué à prendre des crédits à la consommation à un taux plutôt élevé, qui n'avaient pas forcément la possibilité de prendre un prêt immobilier parce qu'ils n'ont pas des revenus suffisants, notamment quand ils vivent dans les grandes villes. L'argent facile, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est déjà un aspect des choses qu'on peut remarquer, et surtout, nous sommes quand même dans une période de l'histoire depuis 2008 et même avant, où on se rend compte que les plus modestes ont tendance à s'appauvrir et les plus riches ont tendance à s'enrichir. Et quand on regarde seulement le bilan des années Covid, les grosses fortunes ont vu leurs revenus exploser, tandis que les Français ordinaires ont vu soit leurs revenus stagner, soit leurs revenus baisser. Alors avec l'inflation qui ne date pas de maintenant, qui date quand même, l'inflation a commencé même avant le Covid, il y avait quelques signes, et l'inflation alimentaire s'est vraiment développée pendant la période du confinement. On n'a peut-être pas trop ressenti, certains n'ont peut-être pas trop ressenti, parce que le confinement a créé une sorte de disparition d'un certain nombre de points de dépenses, notamment les sorties. Mais les personnes qui comptent chaque sou se sont bien rendues compte depuis plus de 2 ans que leur panier alimentaire coûtait de plus en plus cher. Donc, venir comme ça et parler de faim, de l'abondance et de l'insouciance, on a l'impression qu'il s'agit d'un grand oral à Sciences Po, de concepts un peu aériens qui sont déployés, alors que dans la réalité des faits, il s'adresse à un peuple qui, dans certains segments, ne connaissent pas l'abondance ni l'insouciance, et en plus, il a peur encore plus ces gens qui sont apeurés, et il leur donne l'impression qu'ils sont dans le même lot, dans la même catégorie que ceux justement qui ont bénéficié de l'argent facile, d'un certain nombre d'incitations, du CICE, et de toutes les niches fiscales qui ont été déployées ces dernières années, notamment sous François Hollande, pour donner l'impression que la France était pro-business. Et je pense que c'est peut-être ça qui crée une irritation légitime. Emmanuel Macron qui semble adopter une politique de la peur, qui reste quand même une des grandes caractéristiques d'une dictature. Et on sait ce à quoi mène la politique de la peur, l'adoption des lois les plus sécuritaires. Alors déjà, c'est une politique de la peur pour faire passer ces réformes de casse sociale qui va mettre en œuvre à la rentrée la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage. Alors on verra quelle sera la réaction de la rue. À mon avis, la réaction de la rue sera forte, mais c'est quand même assez honteux de parler de fin d'abondance. Allez expliquer ça à un étudiant qui a fait la queue pour aller chercher un colis alimentaire. Allez expliquer ça à un petit artisan, un petit commerçant qui a dû fermer à cause de la crise, du confinement. Ces gens-là n'ont jamais connu l'abondance. On a quand même des gens qui sont dans des situations très difficiles. Et à côté, vous avez des grandes entreprises, des entreprises du CAC 40 qui ont fait 171 milliards de profits en 2021. Total fait 20 milliards de profit. Et qu'est-ce que fait Emmanuel Macron au-delà des grands discours, au-delà des prises de posture gaulliennes? Il fait absolument rien. C'est-à-dire on n'a pas voté la surtaxe sur les profits des grandes entreprises à l'Assemblée nationale, alors qu'il y a d'autres pays qui l'ont fait. On parle souvent de la crise énergétique qui va venir avec la question de l'augmentation sévère des prix de l'électricité. Plein de gens ne pourront plus se chauffer ou s'éclairer. En Espagne et au Portugal, ils ont pris des décisions. Ils ont bloqué les prix de l'énergie, et la différence entre ces prix de l'énergie bloqués et les prix du marché, c'est financé par une taxe sur les bénéfices des grandes entreprises, et notamment sur les bénéfices des grandes institutions financières, des banques, qui sont fait beaucoup d'argent ces dernières années. Donc il y a eu des mesures qui ont été prises dans d'autres pays d'Europe. Et puis en France, on a des grands discours. On dit aux Français, aux plus pauvres, à ceux qui ont déjà consenti des sacrifices, qui vont devoir travailler plus, qui vont devoir se serrer la ceinture, qui vont peut-être devoir accepter de ne plus s'éclairer, de ne plus se chauffer, alors qu'en fait, il y a des grandes entreprises qui se versent des dividendes et qui se gavent sur le dos des petites gens. Et c'est ça qui est complètement honteux. Donc on espère qu'à la rentrée, quand même, il y ait une réaction dans la rue face à cette politique d'austérité. On a déjà vu ça dans d'autres pays d'Europe, comme on a cassé des pays comme en Grèce. Est-ce qu'il va se passer la même chose en France? C'est en tout cas à craindre. On se demande au final quand est-ce que Macron va nous informer de son programme de crise, des dispositions pratiques exactes qu'il compte mettre en œuvre au-delà de sa com volontairement catastrophiste. On se demande parce que ça fait quand même plusieurs mois que ça dure en filigrane. On a lu avec les débats sur la loi pouvoir d'achat, on a vu qu'il ne
n'avait aucune intention de sortir de sa ligne de conduite qui est néolibérale, qui consiste finalement à refuser de faire porter le prix de l'effort aux grandes entreprises et à ceux qui, objectivement, se font beaucoup d'argent grâce, entre guillemets, grâce à la crise multiforme qu'on vit. Et on se souvient d'ailleurs que pendant cette discussion sur le pouvoir d'achat, la loi pouvoir d'achat, Bruno Le Maire nous avait expliqué qu'il fallait être patriote et qu'il fallait se réjouir que des grandes entreprises françaises comme Total fassent des bénéfices parce que du coup elles pourront réinvestir. Il fallait pousser des grands cocoricots. C'est toujours le même registre des paroles hors sol que celle sur la fin de l'abondance d'Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire à quelqu'un qui a du mal à joindre les deux bouts que quelque part des milliardaires dont il se trouve qu'ils sont pour certains Français, parce que Total est une entreprise cotée en bourse, donc qui est possédée par un grand nombre de personnes. Qu'est-ce que ça peut leur faire que des gens très riches gagnent encore plus d'argent et que ces gens, ils se trouvent qu'ils ont la même nationalité que nous. Mais franchement, c'est vraiment le genre de dégamage, si on peut dire, qui irrite et qui crée vraiment de la frustration et qu'on peut comprendre. Alors effectivement, on attend que Emmanuel Macron, d'une manière ou d'une autre, sorte du bois et qu'il précise les orientations politiques et économiques à venir. Mais il reste flou volontairement parce qu'il veut d'abord créer une ambiance, une atmosphère, un discours à la « il n'y a pas d'autre politique possible ». On a affaire à quelque chose qui a l'air d'être biologique, scientifique, inéluctable, comme les règlements climatiques. Voilà, en fait, il y a cette crise et la seule solution, c'est d'adopter les mesures que nous avions déjà adoptées quand il n'y avait pas de problème, etc. Bon. On attend qu'il sorte du bois, même si certains signaux, certains membres du gouvernement ont déjà commencé à être plus explicites que lui. Alors si Emmanuel Macron est flou, Elisabeth Borne est plus précise que le chef de l'État sur ce qui nous attend. Invitée par le MEDEF à l'occasion de l'ouverture sur la rencontre des entrepreneurs de France, elle a invité toutes les entreprises à établir un plan de sobriété. Elle a martelé que si nous devions arriver au rationnement, les entreprises seraient les plus touchées. Elle a également exposé la feuille de route du gouvernement dans cette séquence politique, géopolitique et économique délicate. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa feuille de route reprend les lignes de la force du macronisme, les lignes de force du macronisme orthodoxe, c'est-à-dire l'augmentation de la durée du travail, la baisse des impôts de production, la suppression de certains impôts, etc. On écoute un extrait. Pour l'équilibre de notre système, il nous faudra progressivement travailler un peu plus longtemps. Nous le ferons en tenant compte des carrières longues, de la pénibilité, du maintien dans l'emploi des seniors. Ces réformes imposent l'échange et le partage d'informations avec tous les acteurs de notre société. Nous mènerons des concertations dès l'automne et nous aurons l'occasion d'en débattre au sein du Conseil national de la refondation. Mesdames et messieurs, notre action, dans la continuité de ce qui a été porté dans le quinquennat précédent, repose sur deux piliers. Créer un environnement propice à votre croissance, vous donner les outils nécessaires pour mieux partager les profits. C'est pourquoi nous avons créé la prime de partage de la valeur et développé les mécanismes d'intéressement. C'est pourquoi nous avons pris un engagement ferme, pas de hausse d'impôts. Cet engagement, nous nous y tenons sans céder aux sirènes du populisme. Au contraire, comme vous l'appeliez de vos vœux, nous allons continuer les baisses massives sur les impôts de production et supprimer la CVAE. En gros, si on comprend bien, ce sera d'abord aux travailleurs de payer le prix de la crise, à la fois géopolitique et des approvisionnements que nous vivons. C'est très clair. C'est-à-dire que l'État, ici, si on peut faire un gros schéma, l'État, il est au milieu. L'État, c'est un arbitre. Et il y a d'un côté les citoyens
parce qu'on a tendance à vouloir dissocier le consommateur du travailleur, mais les citoyens sont à la fois des consommateurs et des travailleurs. Il y a de l'autre côté les entreprises, les grandes entreprises. Et a priori, l'État peut donner l'impression des fois de prendre en charge certains coûts de la crise, notamment en distribuant des chèques, mais au final, si ces coûts-là ne sont pas répercutés sur ceux qui dégagent le plus de profit, c'est-à-dire les grandes entreprises et les grandes fortunes, ben, ce sera aux citoyens ordinaires de payer l'ardoise. Et donc, bon, aujourd'hui, Elisabeth Borne nous explique qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, qu'il y aura même la suppression de certains impôts. Elle explique qu'ils finalement iront jusqu'au bout de la réforme de retraite, en tout cas qu'il faudra travailler plus. Ça veut dire que, ben oui, ce sera aux travailleurs d'avoir déjà la pression psychologique, la charge mentale du déséquilibre, disons, budgétaire qui accompagne ce type de crise. Et au-delà de la charge mentale, la charge effective, à un moment donné, bah, ce sera à ceux qui s'en sortent pas déjà assez. Ils devront travailler plus, même parce qu'il paraît que le plein emploi nous permettra de renflouer les caisses, alors que le plein emploi, c'est un concept qui ne veut pas dire grand-chose dès lors qu'on place la retraite très tard. Le plein emploi, ça signifie quoi pour quelqu'un qui a par exemple 58 ans et qui vient de perdre son boulot, un boulot qui était déjà assez manuel, etc. Bah, comment le faire rentrer dans le plein emploi? En fait, il est de plus en plus inemployable parce que le contexte en a décidé ainsi. Donc, globalement, ça veut dire au final, au-delà de l'allongement de la durée de travail, ça veut dire une diminution des retraites, une diminution des protections sociales, une diminution, disons, du paquet de services inclus dans la sécurité sociale. Ben, ça veut dire ça. Et je pense que, quelque part, vu que c'est une sorte de petite musique qui nous est serinée, elle peut malheureusement ne pas produire les effets escomptés dans le corps social qui progressivement se fait endormir et perd sa vigilance, alors que nous sommes à un moment clé. Nous sommes à un moment clé, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas qu'il profite du vent de panique que nous pouvons ressentir légitimement pour adopter définitivement un certain nombre de mesures. On a vu ces dernières années que finalement, il y avait 2-3 protestations, 2-3 manifs sur certaines décisions et qu'elles passaient quand même. Et là, vraiment, effectivement, comme disait Thomas, la rentrée sera un test pour savoir jusqu'où les Français accepteront-ils, en gros, de se faire dépouiller. Je pense que le débat, il est aussi simple que cela. Thomas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'irrationnel de dire et de répéter qu'on n'augmentera pas les impôts des entreprises, quelle que soit la situation ? Alors, quand Emmanuel Macron parlait de la fin de l'argent facile et exigeait, quand on parle de sobriété, ce serait bien d'exiger la sobriété, la fin de l'argent facile pour les grandes entreprises, notamment en termes d'optimisation et de fraude fiscale. Il y a quand même, on parle toujours de 80 à 100 milliards d'euros qui sortent chaque année du territoire, que l'État perd parce qu'il y a des grandes entreprises qui ont des mécanismes à la limite de la légalité d'optimisation fiscale. Il faut quand même avoir des chiffres. Il y avait Uber. Tout à chacun, dans les grandes villes, a pris un jour ou un autre un Uber. Et ben Uber a payé 7 millions d'euros d'impôts en France l'année dernière. Google, c'est 27 millions d'euros. Donc, c'est des entreprises qui ne contribuent pas à la hauteur de ce qu'elles devraient à l'effort national, à la crise qui vient. Et Elisabeth Borne a exclu la hausse de l'impôt sur les sociétés. Des économistes l'expliqueront beaucoup mieux que moi, mais c'est un impôt fondamentalement inégalitaire. On sait que les grandes entreprises ne payent que 17% d'impôt sur les sociétés, alors que les PME payent 23% d'impôt sur les sociétés, que les grandes entreprises arrivent à éviter l'impôt sur les sociétés parce qu'elles ont toute une batterie de mesures d'évitement, de crédits, de mécanismes d'optimisation fiscale, ce qui fait que les grands groupes du CAC 40 payent moins de 5% au final d'impôt sur les sociétés. Une armée d'avocats et de fiscalistes aussi qui leur permettent d'optimiser. Le boulanger
du coin n'a pas. Voilà, c'est-à-dire on matraque les TPE, les PME, le petit artisan, le petit commerçant, et on ne demande pas d'efforts pour les grandes entreprises. Il n'y a pas ce travail-là de justice fiscale qui est fait par le gouvernement. Et de toute façon, c'est dans la droite ligne de toutes les mesures qui ont été prises par Emmanuel Macron depuis 2017, depuis la suppression de l'ISF, où on donne toujours plus aux riches et toujours moins aux petits gens, au peuple. Donc effectivement, jusqu'où les Français vont-ils accepter de se faire dépouiller ? Est-ce que les Français à un moment vont se révolter ? Est-ce qu'il va y avoir un mouvement social semblable à celui qui a eu en 2019 avec les Gilets jaunes ? Ou est-ce que finalement on va réussir à faire passer toutes ces lois sans coup férir ? On était quand même dans une séquence. Il y a eu les Gilets jaunes qui ont posé la question du pouvoir d'achat et l'injustice fiscale au milieu, au cœur du débat politique, malgré toutes les tentatives de diversion sociétale qui a pu avoir. Cette thématique, elle est restée au cœur du débat, et il y a eu la grève contre la réforme ou la contre-réforme des retraites qui a quand même duré, qui était une grève dure. Et quelque part, le Covid et la crise sanitaire est venue un peu tuer ça. Et depuis, on a l'impression que le corps social est anesthésié. Parce qu'effectivement, toute la période du confinement a désocialisé les gens. En fait, cette socialisation politique-là, elle a un peu reflué, et les gens se sont retranchés vers les petits bonheurs perso et familiaux. Beaucoup de gens, et c'est une bonne chose, ont choisi de quitter un peu les grandes villes pour aller vivre à la campagne. Donc le télétravail également, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, mais ça peut aussi être un problème quand il s'agit de se coaliser. Je veux dire, il y a une forme de sociabilité qui nous reste à remettre sur pied. Parce que jusqu'à présent, depuis la crise sanitaire, le pouvoir n'a pas été menacé par la rue, alors que c'était sa plus grande crainte. Je pense que les sociologues, les spécialistes des questions de mobilisation politique peuvent nous en dire plus. Mais ils ont peut-être peur d'être mutilés dans la rue. Oui, il y a ça. De toute façon, on a bien vu que la répression du mouvement des Gilets jaunes a eu son effet. C'est-à-dire, elle a... je vais peut-être utiliser le mot démassifier les cortèges, même si les cortèges ont subsisté, mais je pense que c'est vrai que on n'a pas fini de mesurer les impacts de cette longue période de confinement sur nos manières d'être en société. Et puis cet appauvrissement de la société s'accompagne d'une ubérisation de la société. On parle en ce moment du manque de profs à la rentrée, du fait que l'éducation nationale cherche désespérément des contractuels pour assurer les cours, quitte à prendre des gens pas formés. Donc aujourd'hui, on va former un prof en 4 jours, comme hier, on proposait de former des policiers en 2 semaines. Je veux dire, tous les salariés, enfin les Français deviennent des marchands, des personnes interchangeables qui peuvent occuper tous les postes et tout ça, et au détriment de notre système d'éducation, de l'avenir de nos enfants, puisque comment nos gamins vont être formés demain par des gens qui ont eu 4 jours de formation, qui ne sont pas absolument habilités à être dans une classe, à répondre à des situations parfois difficiles, comment on fait quand on est face à un élève en difficulté, comment on fait quand on est face à un élève en situation de handicap. Et donc c'est la grande casse des services publics. On l'a vu pendant l'épidémie de Covid, ce que ça pouvait engendrer à l'hôpital, avec des personnes qu'on laissait littéralement mourir, des choix qu'on faisait, c'est-à-dire on disait, moi je viens de Mulhouse, là où est partie la première épidémie de Covid, en mars 2020, évidemment, vous aviez au-dessus de 70 ans, on ne vous prenait pas en charge et on vous laissait mourir. Et donc cette grande casse va avoir des effets sur le long terme, puisque c'est déjà le cas depuis des années en banlieue parisienne. Je veux dire, ça fait des années que dans le 93, on n'arrive plus à trouver des profs, qu'on confie des classes de maternelle à des gens sortis d'un BTS vente. Il n'y a absolument rien à dire sur le BTS vente. C'est 2 métiers différents. Ce sont 2 métiers absolument différents. Et aujourd'hui, c'est en train de s'étendre. Et au lieu d'avoir une vraie politique de l'éducation nationale, on va mettre des rustines, combler les trous et former des professeurs en 4 jours. Et surtout, on va pouvoir créer des lieux, disons, de division et
et de friction, voilà, c'est exactement le mot, parce que quelque part, on crée une sorte de séparation, de division entre les professeurs contractuels et les professeurs pleins, si on peut dire, ceux qui ont réussi leur concours. Donc, je ne suis pas sûr que ça va aider aux mobilisations dans le monde de l'enseignement. Peut-être que c'est voulu, parce qu'il est impossible d'imaginer que dans la 6e puissance économique du monde, parce que la France est toujours la 6e ou la 7e, ça dépend des classements de puissance économique du monde, qu'on se retrouve à ne pas avoir de profs. C'est tout simplement qu'on a tout fait pour que la carrière d'enseignant ne soit pas attractive. Alors, je ne sais pas jusqu'où va aller ce grand mouvement. Je ne sais pas comment on va faire. Peut-être qu'après, on va mettre des télévisions et des ordinateurs et que les professeurs de la classe seront juste là pour allumer, éteindre l'ordinateur pour que des vrais professeurs expliquent les leçons à nos enfants. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais je ne vois pas. Et je pense qu'en plus, il y aura un effet, c'est l'effet des inégalités. Je pense que dans le beau Paris ou dans les belles banlieues, il y aura toujours de bons profs, mais effectivement, dans le 93 ou alors dans la ruralité, ce sera plus difficile. Il y avait une histoire très intéressante que, quand j'étais au ministère de la Santé, on racontait que quand vous preniez la ligne B du RER, quand vous alliez du 6e arrondissement de Paris à Aulnay-sous-Bois, vous perdiez 4 ans d'espérance de vie. C'est-à-dire que, évidemment, vous aviez moins accès aux soins, il y avait des déserts médicaux, vous êtes plus pauvre, donc forcément vous avez moins les moyens de vous soigner, vous mettez plus en danger parce que vous mangez mal, et donc on perdait 4 ans d'espérance de vie. Et en fait, les hommes politiques et les femmes politiques françaises, et principalement sous Emmanuel Macron, ne comprenaient pas ça. Je me souviens, quand j'étais en poste au ministère de la Santé, on avait reçu, j'étais secrétaire général d'un truc qui s'appelait la Conférence nationale de santé, qui était une sorte de parlement de la santé. On avait reçu Agnès Buzyn, qui à l'époque n'était pas encore ministre de la Santé, qui était présidente de l'Institut national du cancer. Et elle organisait une grande concertation sur les dépistages organisés du cancer du sein. Et elle, avec son habitus bourgeois, avait dit mais vous savez, il n'y a absolument pas de problème. Toutes les femmes savent qu'il y a un dépistage organisé du cancer du sein. Et là, je me souviens qu'il y avait un monsieur qui était à l'Académie des sciences et des médecines, mais qui faisait aussi des permanences au SAMU social, et qui lui a répondu, mais écoutez, madame, quand vous ne savez pas où vous allez dormir ce soir, quand vous ne savez pas ce que vous allez manger demain, quand des fois vous ne savez pas parler français, quand vous ne savez pas lire et écrire, est-ce que vous pensez que vous savez qu'il y a un dépistage organisé du cancer du sein? L'administration vous rabroue, il y a ça aussi. Et ça, cette anecdote-là illustre la déconnexion profonde des élites françaises qui construisent des politiques dans les cabinets ministériels du 7e arrondissement de Paris, et qui ne se rendent pas compte qu'il suffit de prendre la ligne B du RER et d'aller en banlieue parisienne, et on se retrouve dans la vraie vie avec les vrais gens. Et ça, c'est ce que Emmanuel Macron ne comprend pas depuis le début de son quinquennat, ou ne veut pas comprendre. On casse l'hôpital public, on casse l'école publique et on enrichit les cliniques privées et les écoles privées, alors bien évidemment qui ne sont pas accessibles à toutes et tous. Elisabeth Borne fera partie des personnalités invitées au Conseil de défense énergie qui se tiendra vendredi prochain à l'initiative d'Emmanuel Macron. Alors après les conseils de défense spéciale crise sanitaire, bienvenue au Conseil de défense spéciale crise énergétique. Ah bah oui, alors on a envie de rigoler parce que à quoi sert le Conseil des ministres? À quoi sert l'Assemblée nationale et à quoi sert le Sénat? Parce que là, on a créé le Conseil de défense. A priori, c'est une instance qui traite des questions de défense nationale. C'est une instance qui, finalement, dont les délibérations sont couvertes par le secret de défense, c'est-à-dire ce que vous dites au Conseil de défense ne peut pas être utilisé contre vous, par exemple à la Cour de justice de la République, puisque c'est secret défense. On considérait déjà ça comme fort de café de protéger les manquements qu'il a pu y avoir dans le cadre de la crise sanitaire, de les protéger dans un écrin, c'est-à-dire celui du Conseil de défense. Et là, rebelote, pour ce qui concerne l'énergie, on va enfermer les discussions dans un cadre qui est un cadre finalement qui assure l'impunité à ceux qui prendront les mauvaises décisions, parce que c'est la seule chose que je vois. Alors Thomas, tu connais mieux le droit administratif, mais ce que je vois, c'est que on donne à une instance qui n'est pas constitutionnelle, qui n'est pas encadrée par la loi, le pouvoir d'héberger des débats cruciaux pour la nation. Là où on a besoin de transparence, on met encore un peu plus d'opacité. C'est vraiment la chose que je retiens. Je ne sais pas pourquoi on a besoin d'un conseil de défense pour parler de la crise énergétique. Je ne sais pas. Tu as une idée, Thomas ?
On a un vrai problème en France avec le secret défense. Ça fait des années, moi je le vois dans les enquêtes journalistiques que je mène, c'est-à-dire c'est très compliqué. On se heurte souvent au secret défense, donc vous vous retrouvez avec des notes de la DGSE qui sont complètement blanchies, où on a laissé 2-3 mots au passage, alors que ça peut servir la vérité. On le voit dans des vieilles affaires comme l'affaire Ben Barka, où il y a des documents qui ont été déclassifiés mais complètement caviardés. On le voit dans des affaires plus récentes, l'assassinat des 2 journalistes au Mali en 2013, qui n'avance pas avec la question du secret défense. Et au lieu d'aller vers un processus de transparence de l'administration et des grandes décisions qui sont prises, avec évidemment, bien sûr, qu'il faut prendre en compte le secret défense, le fait que toutes les décisions ne doivent pas être publiques en temps réel, mais quand même, sur des questions qui engagent l'avenir et la santé des Français, sur des questions qui vont engager notre avenir immédiat, puisqu'il y a quand même des millions de Français qui angoissent qu'en hiver, ils ne puissent pas se chauffer ou s'éclairer, on va passer tout ça sous le sceau et sous la houlette du secret défense. Et comme ça, on aura de comptes à rendre à personne. Alors qu'en fait, la démocratie, le jeu de la démocratie voudrait qu'on aille vers plus de transparence. Et j'ai l'impression que depuis le Covid, on a étendu ce spectre du secret défense qui était utilisé dans les affaires qui concernaient les secrets militaires à tout un tas de sujets, et puis on ne va pas s'arrêter. Et c'est quand même assez inquiétant. Pourquoi s'arrêter ? Justement, c'est top. Et quand vous avez un quart des Français qui disent on vit sous un régime autoritaire, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais quand même des signaux inquiétants, et le fait que notre démocratie est malade. Et ces conseils de défense participent au fait que nous ne vivions plus tout à fait dans la démocratie que nous avions connue. Alors il y avait déjà le conseil de défense, un peu mis à toutes les sauces, et on aura affaire au CNR. Alors le CNR, c'est le Conseil national de la refondation, un cadre qui devrait réunir les forces politiques, économiques, sociales, associatives, mais aussi des citoyens tirés au sort pour échanger, on imagine, statuer sur les grands enjeux nationaux. Mais ce fameux CNR ne passe pas. Après le refus des Républicains, de la France Insoumise et du RN à s'y associer, alors voici que le président du Sénat, Gérard Larcher, annonce que lui aussi le boycottera. Alors c'est quoi le problème avec ce CNR ? Je pense que le problème du CNR, c'est le CNR. Encore un bidule, un machin. C'est-à-dire que Macron, après la crise des Gilets jaunes, il a fait le grand débat, ça n'a servi à rien. En fait, c'était un cadre pour lui permettre de faire le show devant des gens. C'est-à-dire, le grand débat, ça permet à Macron d'expliquer la vie aux Français et non de les écouter. Après le grand débat, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat. Toujours quelque chose qui a permis à Macron de se mettre en scène et dont les résultats n'ont pas vraiment été pris en compte, malgré le sérieux de la démarche d'un certain nombre d'acteurs de cette Convention citoyenne pour le climat. Et là, juste avant, dans le cadre, enfin, je ne sais pas si c'était avant ou après les législatives, quand Emmanuel Macron se rend compte qu'il n'aura plus sa majorité écrasante, il nous fabrique un truc qui, une fois de plus, ne sera pas constitutionnel, ne sera pas encadré par la loi, mais sera, disons, structuré selon son bon vouloir, dont il pourra utiliser les conclusions ou pas. Effectivement, je comprends que ça puisse irriter. Alors, je pense que, un certain nombre de politiques qui ont peur de la démocratie directe ont naturellement peur de tout ce qui permet à des citoyens tirés au sort de parler. Mais même les processus qui permettent à des citoyens tirés au sort de parler devraient être encadrés par la Constitution pour que cette Constitution donne à ces instances de délibération de type nouveau plus de pouvoir et peut-être effectivement il y a moins de légitimité à certains points de vue, mais que au moins par exemple les délibérations de tel ou tel bidule créé par Macron avec des citoyens tirés au sort puissent être soumises automatiquement aux différentes chambres parlementaires, qu'on n'ait pas vraiment l'impression que l'État finance de la parlotte inutile. Et du coup, effectivement, peut-être que Gérard Larcher voit mal une telle instance parce que justement le Sénat est un peu la chambre haute qui... peut-être la chambre parlementaire qui a le moins de légitimité, vu la manière dont les sénateurs sont élus. Mais dans le fond, on ne peut pas dire qu'il a tort. Thomas ? Déjà, il y a quand même quelque chose qui me révolte fondamentalement dans ce CNR, c'est toujours reprendre les termes Conseil national de la refondation, ça fait référence au Conseil national de la résistance.
Donc il y a une tendance chez Emmanuel Macron à vouloir se poser en chef de guerre, en Charles de Gaulle de foire kermesse. Il faudrait peut-être arrêter avec ça. On n'est plus en 1945 et Emmanuel Macron n'a pas le dixième de la stature des résistants qui s'étaient battus à l'époque pour libérer la France de l'Allemagne nazie. Ce n'est pas un enfant de la Seconde Guerre mondiale. Non plus, mais référence à son déplacement en Algérie, sur lequel tu reviendras. Voilà, on reviendra sur ça. Mais après, effectivement, sur la question de la formation de ces instances, on va écouter la parole des citoyens. Moi, je pense que c'est quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire en théorie. C'est quelque chose, c'est-à-dire que le fait de ne pas réserver la décision publique à des experts, à des conseillers dans les ministères qui sont déconnectés de la vie réelle, je trouve que c'est quelque chose qui est fondamental, que ce soit dans la question de l'environnement, que ce soit dans le domaine de la santé. Moi, je me souviens, au ministère de la Santé, on faisait participer des patients et des associations de patients à l'élaboration, par exemple, de questionnaires de consentement sur qu'est-ce qu'on fait de vos organes après la mort, est-ce que vous êtes d'accord pour les donner. C'est des choses qui sont importantes. C'est important que les associations de patients, en fait, les non-experts soient associés à ça. Sauf que le problème, c'est qu'Emmanuel Macron utilise ces groupes citoyens, ces conventions citoyennes, comme de la poudre de perlimpapa, comme du détournement. On l'a vu après les Gilets jaunes, où il y a une mise en scène d'Emmanuel Macron, et aucune des conclusions du grand débat n'a été reprise. Les archives du grand débat sont dans les archives départementales, sont laissées à la poussière, elles ne sont même pas numérisées, il y en a qui sont perdues. On l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat. Il faut se souvenir que quand on était au printemps 2021 et que la vaccination patinait puisqu'on était en retard sur nos voisins européens, qu'est-ce qu'on a sorti du chapeau? Gabriel Attal a dit « Ah oui, il y a 30 citoyens qui vont réfléchir sur les questions de vaccination ». Alors je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, ces 30 citoyens. Je crois qu'ils sont portés disparus, corps et biens. Et en fait, c'est-à-dire ce qui pourrait être intéressant, parce que ça permettrait de faire remonter les retours de terrain des gens qui sont en prise avec la réalité pour justement mieux façonner la décision publique, en fait, c'est utilisé comme de la diversion, du détournement pour contourner une majorité qu'on n'a pas à l'Assemblée nationale. Et c'est le problème de ces bidules, de ces machins qui pourraient être des vraies instances délibératives. Moi, quand j'étais au ministère de la Santé, justement, je m'occupais d'une de ces instances qui s'appelle la Conférence nationale de santé, en fait, qui était un parlement de la santé et qui regroupait tous les acteurs du monde de la santé. Il y avait les médecins, les syndicats, les associations de patients, il y avait même les laboratoires, etc., etc. Et c'était donc des gens qui devaient se mettre ensemble pour aider la ministre, qui elle était dans son cabinet ministériel du 7e arrondissement, à prendre des décisions et à mieux façonner les politiques publiques en santé. Sauf qu'en fait, on ne voulait pas que cette instance-là fonctionne et qu'elle fonctionne de manière indépendante. On voulait la contrôler et l'utiliser comme une sorte de gadget pour dire, regardez, ah c'est super, on consulte les petits gens, on consulte les citoyens. Alors qu'en fait, derrière, il n'y avait aucune volonté et la décision restait toujours aussi verticale et jacobine. Et c'est un problème qu'on a en France, alors qu'il y a des pays, notamment les pays scandinaves, Norvège, Suède, qui sont bien en avance et qui font participer les citoyens à la prise de décision, et les pays ne s'en portent qu'au mieux. Dernier sujet, chers amis, les universités d'été des principales constituantes de la NUPS, le PS, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. Qu'est-ce qu'on doit en retenir ? Alors, en deux, trois mots, parce que je ne vous cache pas que ce n'était pas le sujet qui m'a le plus passionné ces derniers temps. Je pense que globalement, on voit qu'au niveau des Verts, la question du rattachement à la NUPS pose problème parce que, pour des raisons de boutique, c'est-à-dire que les Verts considèrent que les Européennes, c'est un peu leur élection, qui pourront faire les meilleurs scores de la gauche lors des Européennes et construire un storytelling disant qu'ils sont une force motrice à gauche pour se ramasser au présidentiel d'après, parce qu'effectivement, les élections européennes sont des élections où le bloc bourgeois est surreprésenté, et ça tombe bien pour EELV, dont un grand nombre d'électeurs appartiennent à ce bloc bourgeois, et on a même vu qu'il y a des déplacements de vote du macronisme vers EELV à l'occasion des élections intermédiaires, comme les élections européennes. Et bon, alors au niveau de la France Insoumise, effectivement, ils ont tout intérêt à rester dans la NUPS, puisqu'ils sont aujourd'hui le navire amiral de la NUPS. Et au PS, alors ce qui est intéressant, c'est que finalement, là où on pouvait penser que le PS aurait eu encore plus de prévention vis-à-vis de la NUPS, on n'a pas vraiment cette impression. On a l'impression qu'il y a une sorte de jeunesse qui est pro-NUPS et qui
peut-être vient au PS parce qu'il y a la NUPS qui équilibre les choses, c'est quelque chose qui est un peu étonnant, qu'on observera. Peut-être que Olivier Faure réussira son pari de réentrer le Parti socialiste à gauche. On va voir dans les mois qui viennent, mais disons que ces universités d'été, c'est quand même un grand moment de petites phrases, de politique spectacle. D'ailleurs, la France Insoumise est parvenue à faire le buzz, notamment en invitant Rachida Dati, ce qui peut paraître cocasse, mais disons ça a permis de faire parler. Et on attendra la rentrée pour voir quelles seront les forces parmi toutes ces constituants de la NUPES qui seront à l'avant-garde des combats nécessaires pour la protection des Français les plus modestes. Merci Théophile, merci Thomas et merci à vous d'être toujours aussi nombreuses et nombreux à nous suivre. On vous rappelle que le média ne vit que de vos dons. On compte sur votre soutien et on vous dit à très bientôt. À bientôt. À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait éruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incruster dans la case du 18-20h. C'est le fameux soir où elle vous accuse de viol ? Il s'est rien passé. Il s'est rien passé, cher Yann. On a l'impression que vous avez quand même un mental d'acier. C'est sûr que c'est un parcours pas commun. Est-ce une bonne chose? Non, à voilà, 80%. Voilà les gars, et je vois sur les réseaux, c'est un truc de fou. Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison? Eh bien nous aussi. C'est pourquoi nous vous proposerons dès la rentrée une émission à 18h qui s'appellera Toujours debout. Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud. Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse. Debout! Toujours debout sera un tout nouveau terrain de débat, de critique de l'actualité politique sans détour, avec un regard neuf, un ton décalé, à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici, avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession. Mais vous le savez, si nos contenus vidéo sont proposés gratuitement, leur production coûte cher, très cher. On met un pognon dedans. Et un format de l'ambition de Toujours debout mobilisera des moyens inédits. Ainsi, pour que cette ambitieuse saison 6 du média puisse voir le jour, notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés. Pour être une véritable alternative médiatique. Abonnez-vous, aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000 abonnés pour que le média, votre média, reste toujours debout.